Me mettant à la porte pour sa maîtresse, mon mari a demandé « Qu'a-t-elle pris ?» En sueur, l'assistant a dit « Rien, même pas le jeune maître. Elle a juste laissé une lettre. Et toutes les preuves de votre liaison. PDG Dubois, exactement comme vous l'avez ordonné. Nous avons expulsé votre femme du domaine des Dubois. » Cependant, lorsqu'elle est partie, son comportement était très inhabituel. À part une seule valise, elle n'a rien pris avec elle. Elle n'a même pas emmené le jeune maître. Elle n'a laissé qu'une lettre manuscrite. Henri Dubois se souvint soudain de quelque chose, se précipita immédiatement vers le domaine et resta figé sur la scène qui s'offrait à lui. La lumière crue du lustre en cristal me piquait les yeux. La sensation de brûlure sur ma joue me rappela que la gifle que je venais de recevoir n'était pas un rêve. Je me tenais au milieu du salon du grand domaine des Dubois à Neuilly-sur-Seine, regardant le couple tragique d'amoureux devant moi. Pourtant, mon cœur était étrangement calme. Il y a à peine 10 minutes, Chloé Lefebvre avait dévalé le grand escalier en colimaçon. Elle serrait son ventre et pointait un doigt tremblant vers moi, sa voix chancelante. « Hélène, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu n'aurais pas dû me pousser. » Avant même qu'elle puisse finir sa phrase, elle s'évanouit. Immédiatement après, la main d'Henri Dubois frappa mon visage d'une gifle violente. Il ne m'a même pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a même pas pris la peine de regarder les marques de frottement très suspectes sur les escaliers. Il a instantanément conclu que c'était moi qui l'avais poussé. Hélène, j'étais vraiment aveugle à ton sujet. Les yeux d'Henri étaient aussi froids que la glace. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une femme si vicieuse. Je ne l'ai pas poussé. Je le regardais droit dans les yeux, articulant chaque mot. Assez, m'interrompit Henri. Antoine, son assistant de direction, Antoine Martin, entra immédiatement par les portes d'entrée. Mettez-la hors de cette maison. Henri me pointa du doigt, sa voix dénuée de toute chaleur. Je veux que son accès à tous les comptes joints et cartes de crédit soit immédiatement gelé. Elle peut prendre sa valise personnelle, mais rien d'autre de valeur ne quitte cette propriété et faites bien comprendre qu'elle ne doit pas s'approcher de Léo. Henri Dubois, je ne pus finalement plus me retenir et élever la voix. Léo est mon fils. Il est ma chair et mon sang. Il répondit froidement, une femme comme toi ne mérite pas d'être sa mère. En regardant son visage glacial, tous les griefs et l'amertume que j'avais ravalés au cours des 3 dernières années s'évanouirent en un instant. Donc, dans son cœur, je n'étais rien de plus qu'une femme malveillante et diabolique. Il s'est avéré que 3 années de compagnie et 3 années de dévotion totale ne pouvaient pas se comparer à une seule larme de son premier amour qu'il tenait si tendrement dans son cœur. Bien. C'est pour le mieux. Enfin, je n'avais plus à jouer le rôle de l'obéissante et compréhensive Madame Dubois. Je n'ai pas pleuré, ni argumenté. J'ai simplement dit calmement, il n'est pas nécessaire que vous me mettiez dehors. Je partirai de mon propre chef. Je me suis retournée, suis montée au 2e étage et suis entrée dans notre chambre principale. Henri ne m'a pas suivi. Il était à genoux sur le sol, berçant soigneusement Chloé dans ses bras, criant pour un médecin, agissant comme si j'étais une parfaite inconnue qui n'avait rien à voir avec lui. J'ai ouvert le dressing. À l'intérieur pendaient des rangées de vêtements de marque, tous achetés pour moi par Henri. Il aimait toujours m'acheter des montagnes de vêtements, mais il ne m'a jamais demandé si je les aimais vraiment. Les styles étaient tous exactement au goût de Chloé Lefebvre. Je n'en avais jamais porté un seul. Du coin le plus profond du placard, j'ai sorti une valise noire de 60 cm. C'était le bagage que j'utilisais avant de me marier. Pendant 3 ans, je l'avais gardé caché au fond du placard. Je n'ai emballé que quelques-uns de mes vêtements personnels de tous les jours et une photographie de mon fils. Puis je me suis dirigée vers le bureau, j'ai pris une lettre manuscrite que j'avais préparée bien à l'avance et je l'ai placée sur la table basse du salon. Une fois tout terminé, j'ai descendu la valise. Henri avait déjà emmené Chloé à l'hôpital en urgence. Le vaste salon n'était occupé que par quelques domestiques, qui gardaient tous la tête baissée, n'osant pas me regarder. J'ai changé pour ma propre paire de chaussures plates dans le hall d'entrée. J'avais acheté ces chaussures avant mon mariage. Je les avais portées pendant 3 ans, et les semelles étaient presque usées.
J'ai traîné ma valise hors des lourdes grilles en fer du domaine des Dubois sans jamais regarder en arrière. Antoine se tenait près de la porte, regardant ma silhouette s'éloigner avec une expression complexe. Il sortit son téléphone et appela Henri. « Monsieur Dubois, Madame Dubois est partie. Qu'a-t-elle pris avec elle ?» La voix d'Henri passa à travers le récepteur, teintée d'impatience. « Juste une valise de 60 centimètres. Rien d'autre. » Antoine fit une pause un instant avant d'ajouter, « Elle n'a même pas emmené le jeune maître. Elle a laissé une lettre sur la table basse du salon. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne pendant quelques secondes, suivi du ricanement méprisant d'Henri. « Compris. Ignore-la. Dans moins de 3 jours, elle reviendra certainement en pleurant, en me suppliant. » Sur ce, il raccrocha. Antoine regarda ma silhouette disparaître au coin de la rue et laissa échapper un léger soupir. Il savait que cette fois, le PDG Dubois avait commis une erreur catastrophique. Je roulais ma valise dans les rues calmes et bien entretenues du quartier huppé. Le vent de septembre portait un léger frisson. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait hautirement le parfum de la liberté. 3 ans, je sortais enfin de cette cage dorée. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma meilleure amie, Adèle Picard. « Adèle, je suis sortie. » « C'est incroyable. » La voix d'Adèle était remplie d'excitation. « Je t'attends en bas dans le nouvel appartement. Tout est prêt. » « D'accord. » J'ai souri. « Merci, Adèle. Pourquoi es-tu si polie avec moi ? Tiens bon. À partir de maintenant, nous commençons nos toutes nouvelles vies. » En raccrochant le téléphone, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le ciel était bleu, les nuages étaient blancs et la lumière du soleil était parfaite. Au revoir, Henri Dubois. À partir d'aujourd'hui, ma vie m'appartient entièrement. J'étais assise sur le siège passager de la voiture d'Adèle, regardant le paysage défiler par la fenêtre. Elle me tendit un latte chaud pour me réchauffer. Je le pris, et mon cœur se réchauffa avec. Dans ce monde, à part mon fils, Adèle était la seule qui me traitait vraiment bien. « Est-ce que tout est réglé ?» ai-je demandé. « Ne t'inquiète pas, » répondit Adèle. « L'appartement est tout nettoyé et meublé. Il est juste à côté de la nouvelle école maternelle de Léo et les papiers de transfert sont totalement finalisés. Il peut commencer la semaine prochaine. Les avocats ont également tout préparé. Nous attendons juste que le tribunal annonce la date de l'audience. C'est un soulagement. » J'ai expiré un long soupir. Merci, Adèle. S'il n'y avait pas eu toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Arrête de dire des choses comme ça. Adèle me tapota doucement la main. Il y a des années. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais été escroquée de chaque centime par cet imbécile d'ex. Maintenant c'est à mon tour de te rendre l'appareil. De plus, ce salaud d'Henri Dubois avait besoin qu'on lui donne une leçon depuis longtemps. J'ai souri mais n'ai rien dit. C'était vrai. Henri Dubois était un homme terrible. Mais il y a 3 ans, je l'aimais aveuglément. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Henri lors d'un grand concours de design de bijoux à Paris. Il était le sponsor de l'événement. Beau, incroyablement riche, charismatique et doux. Il m'a courtisé avec une passion intense, envoyant des fleurs tous les jours, venant me chercher après le travail et restant éveillé tard avec moi pour réviser mes croquis de design. Je pensais avoir rencontré mon âme sœur. Malgré les fortes objections de ma famille, j'ai renoncé à une opportunité d'étudier le design avancé à Paris et je l'ai épousé. Le jour de notre mariage, je croyais vraiment être la femme la plus heureuse du monde. Mais après le mariage, j'ai découvert que je n'étais qu'une remplaçante. Dans le cœur d'Henri Dubois, il y avait toujours une autre femme, son précieux premier amour, Chloé Lefebvre. Les vêtements qu'il m'achetait étaient tous les styles que Chloé aimait. Les repas qu'il me préparait avaient ses saveurs préférées. Même le jour de mon anniversaire, le nom qu'il murmurait quand il était distrait était Chloé. J'ai pleuré. Je me suis disputée avec lui. Et j'ai même pensé au divorce, mais je suis tombée enceinte. Pour le bien de mon fils, j'ai choisi de supporter. Je pensais que si j'étais assez bonne, assez accommodante,
Un jour il verrait tout ce que je faisais pour lui. Mais j'avais tort. Il y a des cœurs que même si vous passez votre vie entière à essayer de les réchauffer, resteront gelés. Surtout quand son premier amour bien-aimé est revenu. Il y a un mois, Chloé est revenue en France. Elle a cherché Henri, pleurant et prétendant qu'elle avait été forcée de le quitter à l'époque contre sa volonté. Henri l'a cru. À partir de ce jour, il rentrait rarement à la maison. Il passait chaque jour aux côtés de Chloé, devenant de plus en plus froid et distant envers moi et notre fils. Je savais que notre mariage avait atteint sa fin absolue. Alors, j'ai commencé à me préparer pour moi et mon fils. J'ai rassemblé de nombreuses preuves de l'infidélité d'Henri pendant notre mariage. J'ai déplacé les actifs financiers qui m'appartenaient sur des comptes sécurisés. J'ai trouvé une nouvelle école maternelle pour mon fils. J'ai même loué un nouvel appartement. J'attendais juste le bon moment pour quitter le domaine des Dubois. Et aujourd'hui, Chloé Lefebvre m'a offert cette exacte opportunité. Elle pensait qu'en me piégeant et en me faisant expulser de la maison des Dubois, elle pourrait facilement prendre le rôle de Madame Dubois. Mais elle ne savait pas que c'était exactement ce que je voulais. La voiture s'arrêta rapidement devant l'immeuble d'appartements dans le Marais. Adèle avait parfaitement aménagé l'endroit. 2 chambres, un salon, pas immense, mais incroyablement confortable. Comment c'est ? Tu aimes ? Demanda Adèle avec un sourire. J'adore. En regardant ce petit sanctuaire qui m'appartenait vraiment, mes yeux devinrent légèrement embués. Merci, Adèle. Arrête d'être si polie. D'accord, repose-toi un peu. Je vais faire quelques courses. Ce soir, on fête ça. D'accord. Après le départ d'Adèle, je me suis assise sur le canapé et j'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé avec un nouveau message. L'expéditeur était Henri Dubois. Le contenu était une photo. Chloé était allongée dans un lit d'hôpital et Henri était assis à côté d'elle, lui tenant la main. Les deux semblaient si intimes. Ils ressemblaient à un couple dévoué. Sous la photo, il y avait un texte. Tu vois ça, Hélène ? Henri m'aime. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dépêche-toi de signer les papiers du divorce. Pars volontairement sans rien. Sinon, je ferai en sorte que tu ne vois plus jamais ton fils pour le reste de ta vie. J'ai regardé le message, les coins de mes lèvres se retroussant en un sourire moqueur. Chloé, tu te réjouis beaucoup trop tôt. Penses-tu vraiment que tu as gagné ? Bientôt, tu découvriras exactement ce que tu as perdu. Je n'ai pas répondu. J'ai directement bloqué le numéro de téléphone. Puis j'ai ouvert mon album photo et j'ai regardé la photo de mon fils. Léo souriait vivement. Léo, maman te donnera certainement un foyer heureux. Maman te protégera avec tout ce qu'elle a. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Thomas Bernard, le gérant du domaine. J'ai répondu, Thomas. Madame. La voix de Thomas était remplie d'anxiété. Allez-vous bien ? Où êtes-vous en ce moment ? Je vais bien, Thomas. J'ai souri. Je vais très bien en ce moment. Merci de vous inquiéter pour moi. Madame, je suis vraiment désolé, dit le vieil homme, sa voix empreinte de culpabilité. J'aurais dû arrêter Monsieur Dubois. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu vous protéger. Je ne vous blâme pas, Thomas. J'ai dit. C'était mon choix. Oh, au fait. Comment va Léo ? A-t-il pleuré en me cherchant aujourd'hui ? Le jeune maître s'est réveillé ce matin et ne vous a pas trouvé. Il a pleuré pendant longtemps. Il a fallu une éternité pour le calmer. Le PDG du bois est allé à l'hôpital et sa mère n'a pas pris la peine de s'occuper du garçon du tout. Ne vous inquiétez pas, madame. Je prendrai très bien soin du jeune maître. Merci, Thomas. Mes yeux brûlaient. Vraiment, merci. S'il vous plaît, ne me remerciez pas, madame. Ah, la clé USB dont vous avez parlé. Je l'ai prête. Quand vous aurez le temps, je vous l'apporterai. Ce n'est pas nécessaire, Thomas. Gardez-la pour l'instant. Nous l'utiliserons quand nous irons au tribunal.
Compris. Je sais quoi faire. En raccrochant, je me suis penchée en arrière contre le canapé et j'ai laissé échapper un long soupir. Dieu merci, Thomas était toujours prêt à m'aider. Sinon, je ne saurais vraiment pas à quel point cela aurait été difficile. Henri Dubois, Chloé Lefebvre. Attendez juste. Tout ce que j'ai perdu, je le reprendrai morceau par morceau. Dans la suite VIP de l'hôpital privé, Chloé était allongée dans son lit tandis qu'Henri était assis à côté d'elle, épluchant une pomme. Henri, je suis tellement désolée. C'est de ma faute si vous vous êtes disputé avec Hélène. Chloé baissa la tête, l'air tout à fait coupable. Ça n'a rien à voir avec toi. Henri lui tendit la pomme épluchée. C'est Hélène qui est trop vicieuse. Ne t'inquiète pas. Je te rendrai absolument justice. Mais je me sens toujours mal pour Hélène. Peut-être que tu devrais la faire revenir. Je vais bien. Je peux partir. Ne sois pas idiote. Henri lui prit la main. Celle qui devrait partir, c'est elle. Sois assuré, je divorcerai d'elle très bientôt et je t'épouserai. Vraiment? Chloé leva les yeux, des larmes brillant dans ses yeux. Bien sûr, dit tendrement Henri. La personne que j'ai aimée depuis le tout début, ça a toujours été toi. Si tu n'étais pas parti soudainement il y a des années, nous serions mariés depuis longtemps. Chloé se jeta dans ses bras, sanglotant. Henri, je sais. Je sais que tu m'as toujours dans ton cœur. Henri la serra, ses yeux remplis de culpabilité. Il croyait qu'il n'avait pas réussi à protéger Chloé à l'époque, alors maintenant il devait la dédommager doublement. Quant à Hélène, il ne se souciait pas du tout d'elle. Il supposait qu'Hélène l'aimait trop, dépendait trop de la richesse de la famille Dubois, et que d'ici 3 jours, elle reviendrait certainement en pleurant pour le supplier. Quand cela arriverait, il dirait juste quelques mots doux et elle lui pardonnerait à nouveau. Après tout, son fils était toujours au domaine des Dubois. Il était impossible qu'elle puisse supporter d'abandonner son enfant. Mais un jour passa et Hélène ne revint pas. 2 jours passèrent et elle ne revint toujours pas. Henri commença à paniquer. Il essaya de l'appeler pour découvrir qu'il avait été bloqué. Il envoya Antoine chez ses parents pour la chercher, mais elle n'y était pas retournée du tout. Hélène avait disparu de la surface de la terre, ne laissant aucune trace derrière elle. L'après-midi du 3e jour, Henri rentra de l'hôpital au domaine des Dubois. Au moment où il entra dans le salon, il vit la lettre sur la table basse. C'était la lettre manuscrite que j'avais laissée. Pendant les 3 derniers jours, il n'avait pas eu le temps de la regarder. Maintenant, il l'a pris enfin. Sur l'enveloppe se trouvait mon écriture familière et élégante. À Henri Dubois. Son cœur manqua soudain un battement. Il déchira l'enveloppe et sortit le papier. Henri, au moment où tu liras cette lettre, notre mariage sera terminé. Il y a 3 ans, quand je t'ai épousé, je pensais que je me mariais par amour. J'ai abandonné mes rêves, abandonné ma carrière, et suis devenue volontairement une femme au foyer à plein temps. J'ai géré le ménage pour toi, pris soin de ta mère et donné naissance à ton fils. Je croyais vraiment que si j'étais assez bonne et assez compréhensive, un jour tu verrais tout ce que j'avais fait. Mais j'avais tort. Dans ton cœur, du début à la fin, je n'ai jamais été là. J'étais juste une remplaçante pour Chloé Lefebvre. Les vêtements que tu m'achetais étaient les styles qu'elle aimait. La nourriture que tu me préparais avait le goût qu'elle aimait. Même le jour de mon anniversaire, le nom que tu appelais était le sien. J'ai pleuré. J'ai fait une scène. J'ai même voulu divorcer. Mais pour le bien de Léo, j'ai choisi de supporter. Je pensais que si je continuais à supporter, il y aurait un jour où tu te retournerais. Ce n'est que lorsque Chloé est revenue que j'ai réalisé que ce jour n'arriverait jamais. Aujourd'hui, tu m'as giflé, ordonné de quitter le domaine des Dubois et m'a interdit de prendre Léo. À ce moment précis, mon cœur est complètement mort. 3 ans de dévotion, se terminant finalement par ce résultat. Mais c'est bien. C'est pour le mieux. Enfin, je n'ai plus à jouer le rôle de la douce et compréhensive Madame Dubois. Enfin, je peux redevenir moi-même. Quant à Léo, je l'emmènerai. Ne t'inquiète pas, je prendrai grand soin de lui.
Rendez-vous au tribunal. Je te souhaite, à toi et à Chloé, une vie de bonheur. Oh, et encore une chose. Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu. Hélène. Après l'avoir lu, les mains d'Henri tremblaient de manière incontrôlable. Le papier glissa et tomba sur le sol. Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu. Cette phrase ressemblait à un couteau bien aiguisé plongeant directement dans son cœur. Il se souvint soudain de tant de choses. Au cours des 3 dernières années, Hélène passait chaque nuit dans le bureau jusqu'à tard. Chaque fois qu'il demandait ce qu'elle faisait, elle disait qu'elle lisait des livres sur la parentalité, mais il n'était jamais entré dans son bureau. Cette porte était toujours verrouillée. Il se souvint que la semaine dernière, Antoine avait signalé qu'Hélène avait visité un cabinet d'avocats. À l'époque, il avait supposé qu'elle s'occupait de questions immobilières pour ses parents et n'y avait pas prêté attention. Il se souvint également, il y a un mois, quand elle avait demandé « Si nous divorçons, me donnerais-tu Léo ?» À l'époque, il avait répondu avec agacement « Continue de rêver. Léo est un Dubois. Il ne te sera jamais donné. » Il se souvint du regard calme dans ses yeux à ce moment-là. En y repensant maintenant, elle se préparait à partir depuis lors. Henri se leva brusquement du canapé, renversant un verre d'eau sur la table, le renversant sur le sol. « Antoine, prépare la voiture. Nous retournons au domaine, rugit-il. « Monsieur Dubois, nous sommes déjà au domaine, répondit Antoine, confus. Je veux dire le bureau au 2e étage. Henri monta les escaliers comme un fou. Ouvre la porte du bureau tout de suite. Antoine le suivit rapidement jusqu'à la porte. Henri la frappa violemment, mais la lourde porte ne bougea pas. Les clés. Où sont les clés? Monsieur Dubois. Madame Dubois a toujours gardé les clés de cette pièce. Nous ne les avons pas. Défonce-la. Défonce-la tout de suite. Ses yeux étaient injectés de sang. Antoine n'eut d'autre choix que d'appeler le personnel de sécurité pour apporter des outils. Quelques minutes plus tard, la porte fut défoncée. Henri fut le premier à se précipiter à l'intérieur puis il se figea complètement. Le bureau était complètement vide. L'ordinateur, l'imprimante, les classeurs, les étagères, tout avait disparu. Seuls des murs nus et un sol vide restaient. On aurait dit que la pièce n'avait jamais été utilisée. Henri se tenait au milieu de la pièce vide, son esprit devenant vide. Qu'avait fait Hélène ici? Que avait-elle emporté avec elle? Un sentiment incroyablement sinistre monta dans sa poitrine. Peut-être. Peut-être qu'il avait vraiment perdu quelque chose d'extrêmement important. Henri resta longtemps dans le bureau vide. Incapable de se calmer. Il ne pouvait pas croire ses yeux. La pièce dans laquelle il n'avait pas mis les pieds depuis 3 ans avait été vidée si complètement que pas même une seule vis n'avait été laissée derrière. Comment est-ce arrivé, murmura-t-il. Qu'a-t-elle exactement emporté? Monsieur Dubois, dit prudemment Antoine. Voulez-vous que je demande à l'équipe de sécurité de vérifier les images des caméras pour voir quand Madame Dubois a tout déménagé? Vérifie. Vérifie immédiatement, aboya Henri. Antoine se dépêcha d'aller à la salle de contrôle de la sécurité. Henri faisait les 100 pas seul dans le bureau vide. Il devenait de plus en plus mal à l'aise. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose avait complètement échappé à son contrôle. Plus de 10 minutes plus tard, Antoine revint. Monsieur Dubois, nous avons vérifié les images. Madame Dubois a commencé à déménager des choses il y a 6 mois. Elle le faisait toujours quand vous n'étiez pas à la maison, en prenant un peu à la fois. Thomas était au courant, mais il pensait que ses parents avaient besoin de certaines choses, alors il ne vous l'a pas signalé. Thomas. Henri plissa les yeux. Il était au courant depuis le début. De plus, les images montrent qu'après le départ de Madame Dubois hier, Thomas a appelé une équipe de déménagement pour emporter une dernière charge. Tout a été pris du bureau. Ce vieux salaud. Henri serra les dents. Comment ose-t-il aider Hélène dans mon dos? Il sortit immédiatement son téléphone pour appeler Thomas, mais le téléphone était éteint. Monsieur Dubois, continua Antoine. Thomas a démissionné ce matin.
Il a laissé une lettre disant qu'il se faisait vieux et qu'il voulait prendre sa retraite à la campagne. Démissionner? Henri tremblait de fureur. Bien. Excellent. Chacun d'eux me trahit. À ce moment, il réalisa enfin que le départ d'Hélène n'était pas une décision impulsive prise sur un coup de tête. C'était un plan prémédité de longue date. Elle avait tout calculé à l'avance. Au cours des 6 derniers mois, peut-être même plus longtemps, elle lui avait caché des choses, agissant juste devant son nez. Il s'est avéré que l'image obéissante et compréhensive de Madame Dubois n'était qu'une carapace qu'elle portait. Hélène, bien joué, grinça des dents Henri. Tu penses que tu peux t'échapper? Je te trouverai et je te ferai payer. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était son avocat d'entreprise privée. Monsieur Dubois, nous avons un problème. La voix de l'avocat était tendue. Nous venons de recevoir une convocation. Madame Hélène Dubois a demandé le divorce. Elle demande la garde physique exclusive de votre fils. Une pension alimentaire pour enfants importante et une répartition équitable de tous les biens matrimoniaux. Quoi? Henri n'en croyait pas ses oreilles. Elle veut 70% des biens matrimoniaux. Est-elle folle, mademoiselle Dubois? Ce n'est pas tout. Elle a soumis une quantité massive de preuves. Celle-ci inclut l'historique des transactions de vos transferts de fonds à mademoiselle Lefebvre ainsi que des preuves de comptabilité judiciaire que vous avez cachées et transférées des actifs de l'entreprise. Si le tribunal accepte ces preuves, non seulement vous risquez de perdre la garde, mais vous pourriez repartir avec presque rien. Les jambes d'Henri lâchèrent et il faillit s'effondrer sur le sol. Impossible, rugit-il. Comment pourrait-elle avoir ces preuves? C'étaient des transactions privées très confidentielles. Où les a-t-elle obtenues? Je ne sais pas, monsieur Dubois, mais les preuves semblent tout à fait authentiques et elles sont incroyablement complètes. En ce moment, nous sommes dans une position très désavantagée. Henri raccrocha le téléphone. Il glissa de sa main et se brisa sur le sol. Il comprit enfin ce qu'Hélène avait fait dans ce bureau. Pendant 3 ans, elle avait rassemblé des preuves contre lui. Elle avait secrètement documenté son infidélité et la manipulation de ses actifs pendant leur mariage, et il avait été complètement inconscient. Il l'avait toujours considérée comme une femme au foyer douce et faible. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait aussi bien préparée. Hélène, cria Henri. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Il sortit immédiatement de la pièce et descendit en courant. Antoine, prépare la voiture. Nous allons à la banque. Il devait geler tous ses comptes. Il ne pouvait pas laisser Hélène prendre son argent. Mais quand il arriva à la banque et demanda à vérifier leurs comptes joints, le directeur de la succursale l'informa que les comptes avaient été gelés il y a une semaine en vertu d'une ordonnance de restriction temporaire concernant les actifs financiers déposés par Hélène auprès du tribunal. Elle avait fourni la preuve qu'il liquidait et déplaçait des actifs, et un juge avait accordé le gel. Sur les 1,2 million d'euros de leurs comptes joints liquides, il ne pouvait pas retirer un seul centime. Henri s'affaissa sur une chaise dans le bureau du directeur de la banque, son visage d'une pâleur mortelle. Ce n'est que maintenant qu'il réalisait que, alors qu'il pensait tout contrôler, il était tombé depuis longtemps dans le piège qu'Hélène avait méticuleusement tendu. À partir du moment où il l'a giflé, non, à partir du moment où Chloé est revenue, peut-être même depuis leur mariage, il avait commencé à perdre. Il avait perdu sa femme, il avait perdu son fils, et très bientôt il pourrait perdre une part massive de sa fortune. Il avait toujours cru qu'Hélène ne pourrait pas survivre sans lui. Mais la réalité était qu'après l'avoir quitté, Hélène renaissait de ses cendres comme un phénix. Alors que c'était lui l'imbécile sur le point de tout perdre. Henri retourna au domaine des Dubois, hébété. Maintenant, il croyait enfin qu'Hélène ne reviendrait vraiment pas. Il s'assit sur le canapé du salon, fixant la lettre sur la table basse, son cœur rempli à la fois de regret et de fureur. Il regrettait de ne pas l'avoir mieux traitée par le passé, mais il était furieux qu'elle ait pu le tromper si longtemps. À ce moment-là, la sonnette retentit. Antoine alla ouvrir la porte. Thomas Bernard se tenait à l'extérieur. Thomas. Henri se leva brusquement du canapé. Tu as le culot de revenir ici.
Monsieur Dubois, je ne reviens pas travailler, dit calmement Thomas. Je suis venu vous livrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Thomas sortit une clé USB hautement cryptée de sa poche et la posa sur la table basse. Madame Dubois m'a demandé de vous donner ceci. Elle a dit qu'une fois que vous aurez regardé ce qu'il y a dessus, vous comprendrez tout. En regardant la clé USB, le cœur d'Henri se serra. Qu'y a-t-il dessus? Vous le saurez quand vous le regarderez, dit Thomas. Monsieur Dubois, j'ai travaillé pour la famille Dubois pendant 30 ans. Je vous ai vu grandir. À l'origine, je ne voulais pas m'immiscer dans vos affaires conjugales, mais au cours des 3 dernières années, j'ai vu à quel point Madame Dubois a souffert. Je ne pouvais vraiment pas le supporter. Pendant 3 ans, chaque jour, elle se réveillait à 5 heures du matin pour vous préparer le petit déjeuner et préparer des compléments de santé pour votre mère. Chaque nuit, elle vous attendait jusqu'à minuit. Quand vous ne rentriez pas à la maison, elle restait assise là à attendre. Du moment où le jeune maître est né jusqu'à maintenant, elle l'a pratiquement élevé entièrement seule. Vous n'avez jamais changé une seule couche pour ce garçon. Vous n'avez jamais non plus assisté à une seule réunion parents-professeurs. Que pensiez-vous qu'elle faisait, à veiller tard dans le bureau chaque nuit? Elle créait des bijoux, gagnant son propre argent. Elle ne voulait pas dépenser votre argent, et elle ne voulait jamais que vous ayez l'occasion de dire qu'elle était une croqueuse de diamants vivant à vos dépens. M. Dubois, vous avez vraiment manqué à Madame Dubois. Sur ce, Thomas se retourna et s'en alla. Henri regarda sa silhouette s'éloigner, une douleur aiguë lui perçant la poitrine. Il prit la clé USB et se dirigea vers le bureau. L'ordinateur avait disparu, mais il y avait une télévision intelligente dans le salon. Il brancha l'USB sur le téléviseur. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo sur la clé. Henri appuya sur lecture. La vidéo montrait l'escalier en colimaçon du domaine des Dubois. L'horodatage correspondait exactement à l'après-midi où Hélène avait été expulsée. Dans la vidéo, Chloé Lefebvre se tenait seule en haut des escaliers. Elle regarda à gauche et à droite, confirmant que personne n'était là. Puis, elle fit délibérément glisser son pied et se jeta dans l'escalier. Après être tombée, elle tourna même la tête pour regarder en arrière. Ce n'est que lorsqu'elle confirma qu'Hélène sortait de la cuisine qu'elle serra son ventre et commença à gémir de douleur. Vint ensuite la séquence d'Hélène marchant vers le bas de l'escalier, la regardant, choquée. Puis Henri se précipita dans le cadre. La vidéo s'arrêta là. Henri fixa l'écran de télévision, tout son corps tremblant. Il s'est avéré qu'elle s'était vraiment jetée. Il s'est avéré qu'Hélène avait vraiment été piégée. Il se souvint d'Hélène pleurant, disant « Je ne l'ai pas poussée ». Il se souvint de la gifle brutale qu'il lui avait infligée. Il se souvint de l'avoir traitée de femme vicieuse. Il se souvint de lui avoir ordonné de quitter la maison et de lui avoir interdit de prendre leur fils. Son cœur avait l'impression d'être écrasé par une main géante. La douleur était si intense qu'il ne pouvait plus respirer. Il avait eu tort. Il avait tellement tort. Il avait faussement accusé Hélène. De ses propres mains, il avait chassé de cette maison la femme qu'il aimait le plus. Henri enfouit son visage dans ses mains et finit par fondre en larmes, sanglotant de manière incontrôlable. Chaque détail des 3 dernières années défila dans son esprit. Les petits déjeuners qu'Hélène préparait. Les vêtements qu'elle repassait pour lui. Les nuits où elle veillait sur lui quand il était malade. La lumière dans ses yeux chaque fois qu'elle le regardait. Toutes les choses qu'il avait auparavant tenues pour acquises se transformèrent maintenant en lames tranchantes poignardant son cœur. Il comprit enfin ce que signifiait la phrase dans la lettre d'Hélène. Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu. Il avait perdu une femme qu'il aimait de chaque fibre de son être. Il avait perdu une famille aimante et complète. Henri se leva soudainement et sortit en courant du manoir. Il devait aller à l'hôpital pour trouver Chloé. Il devait exiger de savoir pourquoi elle avait fait ça. Il conduisit comme un fou jusqu'à l'hôpital et entra en trombe dans la chambre VIP de Chloé. Elle était allongée dans son lit, jouant sur son téléphone. En le voyant entrer en trombe, elle posa immédiatement le téléphone et prit une expression faible et fragile. « Henri, tu es là. » Elle sourit faiblement. «
Tu m'as tellement manqué. Chloé Lefebvre. La voix d'Henri était aussi froide que la glace. Pourquoi m'as-tu menti? Son sourire se figea. Henri, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Arrête de jouer la comédie. Il jeta la clé USB sur le lit. J'ai tout vu. Tu t'es jeté dans ces escaliers. Hélène ne t'a pas poussé. Pourquoi l'as-tu piégée? En fixant la clé USB, le visage de Chloé devint instantanément livide. Henri, écoute-moi, je vais t'expliquer. Je ne voulais pas. C'est juste que je t'aime trop. J'avais peur qu'Hélène te vole, alors j'ai dû le faire. Alors, tu l'as piégée, l'interrompit Henri. Chloé, j'étais vraiment aveugle à ton sujet. Je pensais que tu étais une fille pure et au grand cœur. Je n'aurais jamais imaginé que tu pouvais être si méchante. Je suis méchante? Chloé laissa soudain échapper un rire aigu et moqueur. Henri, penses-tu être une sorte de saint? Il y a des années, si ta mère ne m'avait pas donné un chèque de 500 000 € et ne m'avait pas forcé à te quitter, pourquoi serais-je partie à l'étranger? Sais-tu combien j'ai souffert à l'étranger? Tout ça à cause de ta maudite famille Dubois. Quoi? Henri était abasourdi. Ma mère t'a donné de l'argent pour me quitter. C'est exact. Ta mère a dit que je n'étais pas digne de toi. Elle a dit que j'étais seulement avec toi pour l'argent des Dubois. Elle m'a donné 500 000 € et m'a ordonné de ne jamais revenir. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais que prendre l'argent et quitter le pays. Je pensais que je ne reviendrais jamais de ma vie. Mais l'homme avec qui j'étais là-bas m'a abandonné. J'étais désespérée, alors je suis revenue te trouver. Je pensais que tu m'aimais encore. Je pensais que je pouvais encore devenir Madame Dubois. Mais Hélène n'arrêtait pas d'occuper cette place et refusait de lâcher prise. Je n'avais d'autre choix que de trouver un moyen de la mettre dehors. Je n'ai pas tort. Ceux qui ont tort, c'est elle et ta mère. En regardant la femme hurlante et hystérique devant lui. La dernière once de culpabilité dans le cœur d'Henri s'évapora complètement. Il réalisa enfin que la personne qu'il aimait n'avait jamais été vraiment Chloé Lefebvre. Il était amoureux du souvenir pur et beau de son premier amour. La femme qui se tenait devant lui avait depuis longtemps cessé d'être la fille de toutes ces années. Assez, dit-il froidement. Chloé, c'est fini entre nous. N'apparais plus jamais devant moi. En disant cela, il se retourna et s'en alla. Henri Dubois. Arrête-toi là, cria Chloé. Tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai tellement sacrifié pour toi. Tu ne peux pas simplement m'abandonner. Henri ne se retourna pas. Il sortit de la chambre d'hôpital et ferma la porte, fermant complètement la porte sur son passé avec Chloé Lefebvre. À présent, il ne voulait que trouver Hélène. Il voulait s'excuser auprès d'elle, la supplier de lui pardonner, de la ramener, elle et leur fils, à la maison. En quittant l'hôpital, Henri ne retourna pas à son domaine. Il se rendit à la résidence de sa mère. Béatrice, je veux que tu me dises exactement ce qui s'est passé à l'époque. Béatrice Dubois arrangeait des fleurs dans son salon. En voyant son fils entrer, elle sourit. Henri, tu es là. Juste à temps. J'étais en train de préparer de la soupe à apporter à Chloé. Ce n'est pas la peine, dit froidement Henri. Chloé et moi, c'est fini. Quoi? Béatrice se figea. Fini. Pourquoi? Chloé est une si gentille fille. Comment as-tu pu rompre avec elle? Une gentille fille? Henri laissa échapper un rire sarcastique. Maman, il y a des années, as-tu donné à Chloé 500 000 € et l'as-tu forcée à me quitter? L'expression de Béatrice changea instantanément. Comment? Comment le sais-tu? Chloé me l'a dit. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi aurais-je dû te le dire, rétorqua Béatrice. N'importe qui pouvait voir que Chloé n'était qu'une croqueuse de diamants. Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Elle en voulait à l'argent des Dubois. Si je ne l'avais pas chassée, tu te serais fait escroquer de tout. Alors, tu as pris sur toi de la payer et de la forcer à partir, demanda Henri.
As-tu la moindre idée de la douleur que j'ai endurée pendant des années à cause de toi? Sais-tu qu'à cause de toi, j'ai mal compris Hélène et l'ai chassée de ma propre maison? Je l'ai fait pour ton bien, cria Béatrice. Qu'est-ce qu'Hélène a de si génial de toute façon? Elle vient d'une famille ordinaire. Elle est calme et ennuyeuse. Elle est complètement indigne de toi. Chloé est 100 fois mieux qu'elle. Maman. La voix d'Henri était glaciale. Sais-tu que cette fois, c'est Chloé qui s'est délibérément jetée dans les escaliers et a piégé Hélène? Non. Hélène a été piégée? Béatrice haleta, incrédule. Impossible. Chloé est si douce. Comment aurait-elle pu faire une chose pareille? Ce doit être Hélène qui cherche des excuses. Henri n'argumenta pas. Il sortit simplement son téléphone et montra les images de sécurité à sa mère. En les regardant, le visage de Béatrice se figea. Elle fixa l'écran, incapable de croire ses yeux. Comment est-ce possible, Chloé, elle? Tu le crois maintenant? Demanda Henri. Tu te plaignais toujours qu'Hélène n'était pas assez bien. Mais pendant les 3 dernières années, comment t'a-t-elle traité quand tu étais malade? Qui a veillé jour et nuit sur toi le jour de ton anniversaire? Qui a préparé ton gâteau à partir de rien? Quoi que tu veuilles. Hélène n'a-t-elle pas toujours essayé de t'accommoder? Et Chloé, à part dépenser ton argent et semer la zizanie entre nous, qu'a-t-elle jamais fait? Maman, tu avais vraiment tort. Non seulement tu as fait du tort à Hélène, mais tu as détruit mon mariage. Tu as détruit ma famille. En fixant l'écran, des larmes finirent par couler des yeux de Béatrice. Je ne savais vraiment pas que ça finirait comme ça. Elle se mit à pleurer. Je pensais que Chloé était une gentille fille. Je pensais qu'Hélène n'était pas digne de toi. J'ai fait du tort à Hélène. J'ai fait du tort à Léo. À quoi ça sert de dire pardon maintenant, dit Henri. Hélène est partie. Elle a demandé le divorce et elle veut emmener Léo. Quoi? Elle veut emmener Léo? Béatrice paniqua. Non, absolument pas, Léo est le petit-fils aîné de la famille Dubois. Nous ne pouvons absolument pas la laisser l'emmener. Henri, tu dois récupérer Léo. Comment? Henri sourit amèrement. Hélène a des preuves solides de mon infidélité et de mes transferts d'actifs. Il est très probable que le tribunal lui accorde la garde exclusive. Alors que faisons-nous? Sanglota Béatrice. Je ne peux pas vivre sans Léo. Henri, tu dois trouver un moyen de faire revenir Hélène. La supplier de nous pardonner. Notre famille peut à nouveau vivre heureuse ensemble. Je le veux aussi, répondit Henri. Mais je ne la trouve pas. Elle a bloqué toute forme de contact. Même ses parents prétendent ne pas savoir où elle est. Alors va à l'école maternelle de Léo. Il doit toujours aller à l'école. Si nous attendons à l'école, nous trouverons certainement Hélène. Les yeux d'Henri s'illuminèrent. Tu as raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Léo doit toujours aller à l'école. Si nous attendons là-bas, nous pourrons certainement la trouver. Allons-y tout de suite. La mère et le fils se rendirent immédiatement à l'école maternelle de Léo. Mais à leur arrivée, l'administration les informa que Léo avait été transféré dans une nouvelle école il y a une semaine. Transféré? Béatrice était affolée. Transféré où? Je suis désolée, nous ne pouvons pas divulguer cette information. Madame Dubois a spécifiquement demandé que personne ne soit informé de l'emplacement de sa nouvelle école. Je suis sa grand-mère. Je n'ai pas le droit de savoir? Je m'excuse, mais ce sont les instructions strictes de Madame Dubois. Si vous souhaitez voir l'enfant, veuillez passer par les voies légales appropriées. Béatrice voulait argumenter davantage, mais Henri la retint. Laisse tomber, maman. Allons-y. Les deux quittèrent l'école, vaincus, assis dans la voiture. Plus Béatrice y pensait, plus elle regrettait tout. Elle se souvint à quel point Hélène l'avait incroyablement bien traitée au cours des 3 dernières années. Elle avait de l'hypertension. Chaque jour, Hélène vérifiait sa tension artérielle et lui rappelait de prendre ses médicaments.
Elle aimait un type spécifique de gâteau à l'os menthe. Hélène le préparait à partir de rien à chaque fois. En hiver, sachant qu'elle détestait le froid, Hélène préparait toujours des bouillottes et des manteaux chauds à l'avance. Et comment s'était-elle comportée? Elle n'avait jamais jeté un regard chaleureux à Hélène. Elle rabaissait constamment son origine modeste, prétendant qu'elle n'était pas assez bien pour son fils, semant constamment la discorde entre elle et Henri. Maintenant, Hélène était partie, emmenant son petit-fils avec elle. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait quelle belle-fille incroyable elle avait eue. C'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute, pleura Béatrice. Si ce n'était pas pour moi, Hélène ne serait pas partie. Henri, je t'ai manqué. J'ai manqué à Hélène. J'ai manqué à Léo. Henri ne dit rien. Son cœur était également entièrement consumé par le regret. Si seulement il avait fait un peu plus confiance à Hélène par le passé. Si seulement il ne l'avait pas frappée. Si seulement il ne l'avait pas mise à la porte. Peut-être que tout aurait pu être sauvé. Mais dans ce monde, il n'y a pas de « si seulement ». À ce moment-là, Antoine appela. Monsieur Dubois, je l'ai trouvé. Madame Dubois a ouvert un studio de création de haute joaillerie dans le Marais appelé Aura Joaillerie. Je viens de vous envoyer l'adresse. Les yeux d'Henri s'illuminèrent immédiatement. Excellent, Antoine. Merci. Il raccrocha et se dirigea immédiatement vers le centre de Paris. Il avait enfin trouvé Hélène. Cette fois, il devait absolument la ramener, elle et leur fils, à la maison. Henri et Béatrice suivirent l'adresse envoyée par Antoine et arrivèrent à mon studio. Le studio était situé dans un quartier créatif branché du Marais, avec un décor minimaliste mais moderne. Une enseigne élégante était accrochée au-dessus de la porte. Aura Joaillerie. Béatrice regarda l'endroit avec étonnement. Quand Hélène a-t-elle ouvert un studio aussi grand? Comment n'étais-je pas au courant? Henri était tout aussi choqué. Il avait toujours pensé qu'Hélène n'était qu'une simple femme au foyer. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle avait construit un studio de création de bijoux de cette envergure. Entrons. À ce moment précis, à l'intérieur du studio, Adèle et moi venions de terminer une réunion. Alors que nous nous approchions de la porte du bureau intérieur, je pouvais entendre des voix venant de la réception. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda notre réceptionniste avec un sourire professionnel. « Je cherche Hélène Dubois », répondit Henri. « Excusez-moi, avez-vous un rendez-vous ? Je suis son mari. Je m'appelle Henri Dubois. Est-elle ici ? » Le sourire de la réceptionniste vacilla une seconde. Puis elle dit, « Je m'excuse, mais la PDG Dubois est actuellement en réunion et ne reçoit pas de visiteurs. Je suis son mari et je ne peux même pas la voir ?» Henri fronça les sourcils. « Je suis vraiment désolé. Ce sont les politiques de la PDG Dubois. Si vous n'avez pas de rendez-vous, je dois vous demander de partir. » Vous ? Henri s'enflamma de colère. « Je la verrai absolument aujourd'hui. » À ce moment-là, j'ai poussé la porte du bureau intérieur. Adèle et moi sommes sortis. En voyant Henri et Béatrice debout là, mon visage ne montra aucune émotion. « Que faites-vous ici tous les deux ?» demandai-je calmement. « Hélène. » Béatrice se jeta immédiatement en avant, essayant d'attraper ma main. « Hélène, je sais que j'avais tort. Je t'ai manqué. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi, veux-tu ?» J'ai doucement repoussé sa main. « Madame Dubois, je pense que vous vous trompez. Je ne suis plus une belle-fille de la famille Dubois, et je n'ai pas de maison là-bas où retourner. » « Hélène, je sais que je n'étais pas gentille avec toi avant, » pleura Béatrice. « Je n'aurais pas dû être si dure avec toi. Je n'aurais pas dû croire Chloé. Pardonne-moi juste cette fois. S'il te plaît, à partir de maintenant, je promets de bien te traiter. Je te traiterai comme ma propre chair et mon propre sang. » « Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Laissons le passé dans le passé. Je vis très bien maintenant et je n'ai besoin d'aucune compensation ou réparation de votre famille. Hélène. Henri me regarda, ses yeux remplis de désespoir. Je suis désolé. J'avais tort.
Je n'aurais jamais dû t'accuser à tort. Je n'aurais pas dû te frapper. Je n'aurais pas dû te mettre à la porte. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Recommençons. Je promets de te traiter parfaitement, toi et Léo. Je ne laisserai plus jamais l'un de vous souffrir de grief. Recommencer? J'ai laissé échapper un rire moqueur. Henri, penses-tu vraiment que c'est possible? Au moment où tu m'as giflé, au moment où tu m'as mise à la porte de la maison, au moment où tu as dit que je ne méritais pas d'être la mère de Léo, tout ce qui était entre nous est complètement mort. Je sais que j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Les yeux d'Henri devinrent rouges. Que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Tant que c'est en mon pouvoir, je le ferai. Je peux te donner la moitié des actions de Dubois et compagnie. Je peux transférer tous mes biens à ton nom. S'il te plaît, reviens. Henri. Je le regardais, articulant chaque mot. Ce que je veux, tu ne pourras jamais me le donner. Je voulais le respect, la confiance, un partenariat égal en amour. Tu ne m'as jamais donné ces choses. Pas dans le passé, et tu ne le feras jamais à l'avenir. Par conséquent, à partir de maintenant, arrête de perturber ma vie. Nous nous verrons au tribunal. En disant cela, je me suis retournée pour partir. Hélène, ne pars pas. Henri essaya de me poursuivre, mais Adèle se mit sur son chemin. Monsieur Dubois, veuillez garder vos distances, dit froidement Adèle. La PDG Dubois a été très claire. Si vous continuez à nous harceler, nous appellerons la police. Henri regarda ma silhouette s'éloigner, ses poings serrés. Il refusait d'accepter cela. Il ne pouvait absolument pas perdre Hélène et il ne pouvait certainement pas perdre son fils. Béatrice tira sur son bras en pleurant. Henri, que faisons-nous? Hélène refuse de nous pardonner. Un regard sombre et désespéré traversa les yeux d'Henri. Peu importe si elle ne nous pardonne pas, dit-il. J'ai mes moyens pour la faire revenir. Sur ce, il traîna sa mère hors du studio. En les regardant disparaître, Adèle avait l'air inquiète. Hélène, Henri est extrêmement têtu. J'ai peur qu'il fasse quelque chose d'extrême. Je sais, répondis-je calmement. Je l'avais déjà anticipé. Ne t'inquiète pas, tout est préparé. Effectivement, comme je l'avais prédit, dès le lendemain matin, Internet fut inondé d'articles diffamatoires à mon encontre. Choquant. La femme du PDG de Dubois et compagnie surprise en train de tromper son mari avec un magnate de la joaillerie. Pendant le mariage vole 3 millions d'euros. Abandonne son propre enfant, la mère sans cœur. Comment Hélène Dubois a abandonné son fils de 3 ans pour s'enfuir avec son amant. Révélation sur Hélène Dubois, la femme profondément manipulatrice qui a escroqué Henri Dubois pendant 3 ans. Les articles étaient écrits comme s'il s'agissait de faits établis, accompagnés de photos de style paparazzi de moi déjeunant d'affaires avec Nicolas Lambert, prétendant qu'il était l'amant en question. Instantanément, l'opinion publique explosa. Des milliers d'internautes qui ne connaissaient pas la vérité inondèrent les commentaires, maudissant mon nom. Absolument sans vergogne. Comment une mère peut-elle faire ça? Je me sens si mal pour le PDG Dubois qui s'est fait tromper et qui s'est fait voler son argent. Les femmes comme ça doivent être mises sur liste noire. Mettez-la hors de l'industrie du design. Boycottez Aura Joaillerie. Mettez-la en faillite. En peu de temps, le hashtag Hélène Dubois trompeuse était en tête des tendances sur les réseaux sociaux. La boîte de réception de mon studio fut inondée de messages haineux. 2 clients qui venaient de signer des contrats appelèrent pour annuler leur partenariat. Le personnel du studio était furieux. PDG Dubois, ça va beaucoup trop loin. Comment peuvent-ils fabriquer ces mensonges flagrants? Ça doit être Henri Dubois et Chloé Lefebvre. C'est de la pure méchanceté. PDG Dubois, nous devons les poursuivre en justice. Nous devons les faire payer. En regardant les rumeurs en ligne, je suis resté parfaitement calme. Tout le monde, ne vous énervez pas. J'ai souri. Je m'attendais à ce que cela arrive. Adèle organise déjà l'épreuve. À 14 h aujourd'hui, nous tenons une conférence de presse. Nous allons tout clarifier publiquement. Compris.
À 14 heures précises, la conférence de presse commença. La salle était bondée de journalistes et de médias. Vêtu d'un tailleur pantalon blanc impeccable, je suis montée avec assurance sur la scène. Bonjour aux membres de la presse. Aujourd'hui, je tiens cette conférence de presse pour clarifier les rumeurs qui circulent actuellement en ligne. On prétend que j'ai commis l'adultère pendant mon mariage, détourné 3 millions d'euros à Henri Dubois et abandonné mon fils biologique. Ce sont des mensonges complètement fabriqués et orchestrés malicieusement par monsieur Henri Dubois et mademoiselle Chloé Lefebvre. Une par une, j'ai présenté mes preuves sur l'écran géant derrière moi. L'historique des transactions bancaires montrant qu'Henri avait transféré un total de 3 millions d'euros à Chloé. Les reçus d'hôtel montrant qu'ils séjournaient ensemble. Les images de sécurité de Chloé se jetant délibérément dans les escaliers. Et enfin, le rapport d'audit judiciaire prouvant le transfert illégal par Henri des biens matrimoniaux. Toutes ces preuves ont déjà été soumises au tribunal de la famille de Paris. J'ai demandé le divorce de monsieur Henri Dubois parce qu'il était engagé dans une liaison extra-conjugale à long terme. De plus, lorsque j'ai été piégée par mademoiselle Lefebvre, il n'a fait aucune tentative pour découvrir la vérité. Au lieu de cela, il a eu recours à la violence domestique, me frappant physiquement, puis m'a mise à la porte de notre maison, m'interdisant de voir mon fils. Ces actions ont causé un traumatisme grave et ont fondamentalement brisé notre mariage. Concernant ma relation avec M. Nicolas Lambert, nous sommes strictement des partenaires commerciaux. La photo en question a été prise secrètement alors que nous discutions d'un accord commercial dans un restaurant public. Quant à mon fils, Léo Dubois, il vit actuellement avec moi et est très heureux. Je n'ai jamais abandonné mon enfant. Enfin, j'ai autorisé mon équipe juridique à déposer une plainte en diffamation contre monsieur Henri Dubois et mademoiselle Chloé Lefebvre. J'ai confiance que le système judiciaire rendra un jugement équitable. C'est la fin de ma déclaration. Merci à tous. Après la conférence de presse, l'opinion publique a complètement basculé. Je n'arrive pas à croire que celui qui trompait était Henri Dubois et qu'il a essayé de jouer la victime. C'est dégoûtant. Hélène Dubois a traversé un enfer, trahie par son mari puis piégée. Nous te soutenons, Hélène. Poursuis-les pour tout ce qu'ils ont. Henri Dubois et Chloé Lefebvre sont un couple infernal, un tricheur toxique et une briseuse de ménage manipulatrice. Les personnes qui m'avaient maudite quelques heures auparavant ont commencé à s'excuser en masse. Les clients qui avaient demandé à annuler leur contrat ont immédiatement retiré leurs annulations, promettant de continuer à soutenir mon entreprise. En un clin d'œil, Henri et Chloé sont devenus les cibles d'une condamnation universelle sur Internet. Le cours de l'action de Dubois et compagnie a chuté de 10% du jour au lendemain à cause du scandale. Le conseil d'administration a exigé à l'unanimité la démission d'Henri. Henri fixa les commentaires en ligne, tremblant de rage. Il ne s'était jamais attendu à ce que je sois si impitoyable, non seulement en lavant mon nom, mais en exposant publiquement son énorme scandale au monde entier. Cette fois, sa réputation était complètement détruite. Au cours des 6 mois suivants, la procédure de divorce est devenue une guerre d'usure brutale. Les avocats ont déposé des requêtes, des dépositions ont été programmées et le processus de découverte a commencé à déterrer tous les secrets qu'Henri avait tenté d'enterrer. La salle d'audience du tribunal de la famille de Paris était bondée de journalistes et de spectateurs. Adèle et moi étions assises à la table du demandeur. Henri et son équipe juridique étaient assis à la table du défendeur. Béatrice Dubois était assise dans la galerie, essuyant continuellement ses larmes. Chloé Lefebvre était totalement absente, ayant été placée en garde à vue pour des accusations liées au procès en diffamation grave. Une fois la procédure commencée, l'avocat hors de prix d'Henri parla le premier. Votre honneur, mon client, monsieur Henri Dubois, conteste le divorce. Lui et mademoiselle Hélène Dubois sont mariés depuis 3 ans et possèdent un lien d'affection fondamental et profond. Les conflits récents proviennent uniquement de malentendus. Si les 2 parties peuvent communiquer calmement, ces problèmes peuvent certainement être résolus. De plus, mon client a un revenu très stable et lucratif et un patrimoine immobilier massif, ce qui offre un environnement de vie et d'éducation bien supérieur pour l'enfant. Inversement, mademoiselle Dubois n'a que récemment démarré une nouvelle entreprise.
Son emploi est instable et elle manque du temps nécessaire pour s'occuper d'un enfant. Par conséquent, nous demandons au tribunal de refuser la dissolution du mariage et d'accorder la garde physique principale à mon client. Adèle, assistant notre avocat principal, se leva et parla calmement. Votre honneur, le demandeur rejette avec véhémence les affirmations de la défense. Selon les preuves accablantes que nous avons soumises, le défendeur, M. Henri Dubois, a entretenu une liaison extraconjugale illicite à long terme avec une tierce partie, mademoiselle Chloé Lefebvre, pendant le mariage. Il a également transféré un total de 3 millions d'euros de fonds matrimoniaux à son intention. Nous avons fourni des relevés bancaires certifiés et des reçus d'hôtel comme preuve. De plus, lorsque le demandeur a été faussement accusé par mademoiselle Lefebvre, le défendeur n'a pas cherché la vérité mais s'est livré à des violences domestiques, expulsant par la suite le demandeur du domicile conjugal et lui interdisant de voir son enfant. Ces actions constituent une faute conjugale grave et ont irrémédiablement brisé le mariage. Concernant la garde de l'enfant, nous avons soumis les licences commerciales et les états financiers du studio appartenant exclusivement à mademoiselle Dubois. Prouvant la rentabilité ainsi que ses contrats de location résidentielle, prouvant qu'elle possède un revenu très stable et un environnement familial sûr et stimulant. Plus important encore, depuis le jour de la naissance de l'enfant, le demandeur a été le principal dispensateur de soins. M. Henri Dubois a presque entièrement manqué à ses devoirs de père. En vertu du droit de la famille français, les décisions de garde doivent refléter l'intérêt supérieur de l'enfant. Léo Dubois n'a que 3 ans et a été élevé presque exclusivement par le demandeur, développant un attachement profond et sécurisant à sa mère. En revanche, le défendeur a un historique documenté d'infidélité et de violence domestique, créant un environnement préjudiciable au bien-être physique et émotionnel de l'enfant. Par conséquent, nous demandons au tribunal d'accorder le divorce et d'attribuer la garde physique et légale exclusive de Léo Dubois au demandeur. Les deux parties ont ensuite présenté leurs preuves et se sont livrées à un contre-interrogatoire. J'ai soumis chaque document que j'avais minutieusement préparé. Chaque pièce à conviction agissait comme une lame tranchante, taillant en pièces la défense d'Henri. Il était assis à la table du défendeur, le visage cendré, restant complètement silencieux du début à la fin. Son avocat a été à plusieurs reprises acculé et démantelé par mon équipe juridique jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Après les plaidoiries finales, le juge a suspendu l'audience et a annoncé que la décision serait rendue sous peu. En sortant de la salle d'audience dans le couloir, Henri m'a barré le passage. Hélène. Il me regarda, ses yeux remplis d'un désespoir absolu. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, veux-tu? Je sais vraiment que j'avais tort. Je ne peux pas vivre sans toi et je ne peux pas vivre sans Léo. Henri. Je le regardai, ma voix plate. Il n'y a plus de possibilité entre nous. Tu peux préparer un appel si tu veux, mais je te conseille de ne pas perdre ton temps. Sur ce, Adèle et moi nous sommes éloignés. Henri regarda mon dos, s'effondrant lentement pour s'asseoir sur les marches de marbre à l'extérieur de la salle d'audience. Béatrice se précipita pour l'aider à se relever, en pleurant. Henri, que faisons-nous? Il ne répondit pas. Il savait qu'il avait perdu. Il avait perdu complètement et totalement. 3 jours plus tard, le tribunal s'est réuni à nouveau et le juge a rendu le verdict sur le champ. Le tribunal constate que les preuves fournies par le demandeur, mademoiselle Hélène Dubois, sont suffisantes pour prouver que le défendeur, monsieur Henri Dubois, a commis une faute conjugale grave, entraînant la rupture irrémédiable du mariage. Par conséquent, la demande de divorce du demandeur est accordée. Concernant la garde de l'enfant mineur, Léo Dubois, le tribunal constate que le demandeur possède un revenu stable, d'excellentes conditions de vie et a été le principal dispensateur de soins de l'enfant tout au long de sa vie, ce qui correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, la garde physique et légale exclusive de Léo Dubois est attribuée au demandeur, mademoiselle Hélène Dubois. Le défendeur, monsieur Henri Dubois, est condamné à verser 10 000 euros par mois de pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans.
Concernant la répartition équitable des biens matrimoniaux, compte tenu de la faute conjugale grave du défendeur et de ses tentatives malveillantes de cacher et de transférer des biens matrimoniaux, le tribunal accorde au demandeur 70% du patrimoine matrimonial, soit 84 millions d'euros. Le défendeur se voit attribuer 30%, soit 36 millions d'euros. Le défendeur est condamné à liquider et à transférer les fonds spécifiés au demandeur dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de ce jugement. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec cette décision, elle a le droit de faire appel dans les 30 jours. Le juge frappa le marteau, concluant le procès. J'ai laissé échapper un long et lourd soupir. Mon mariage de 3 ans avait enfin atteint sa fin absolue. J'ai gagné. J'ai gagné la garde de mon fils. J'ai gagné les biens qui m'appartenaient de droit. Et plus important encore, j'ai regagné ma liberté. Adèle m'a serré dans ses bras avec une pure excitation. Hélène, nous avons gagné. C'est incroyable. Oui, nous avons gagné. J'ai souri. Des larmes ont coulé de manière incontrôlable sur mon visage. C'étaient des larmes de joie, mais aussi des larmes d'un profond soulagement. Henri était assis, figé, à la table du défendeur, son visage couleur de cendre. Il n'a pas fait appel. Il savait que faire appel était inutile. Les preuves étaient trop absolues. Il n'avait aucune chance de gagner. 15 jours plus tard, Henri a transféré 84 millions d'euros sur mon compte. Le jour où j'ai reçu l'argent, j'ai emmené Léo dans un parc d'attractions. Le petit garçon s'est amusé comme un fou. En regardant le sourire radieux de mon fils, je savais que tout ce que j'avais fait en valait entièrement la peine. Au revoir, Henri. À partir de maintenant, nous ne nous devons absolument rien. Après le divorce, ma vie est enfin revenue à la paix. Les affaires au studio étaient florissantes. De nombreux clients haut de gamme, après avoir entendu mon histoire, faisaient encore plus confiance à mes créations. Mon travail est devenu de plus en plus reconnu dans le milieu professionnel. Nicolas Lambert m'a énormément aidé pendant cette période. Non seulement il m'a présenté à des clients importants, mais chaque fois que je faisais face à un défi, il était toujours à mes côtés. Sans que je m'en rende compte, les sentiments entre nous se sont progressivement approfondis. Mais Henri refusait toujours de me laisser partir. Il a commencé à faire des tentatives frénétiques et désespérées. Chaque jour, il se tenait devant l'immeuble de mon studio, tenant un bouquet de roses rouges, m'attendant de 9h à 18h, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il achetait des montagnes de jouets et de collations, attendant devant l'école maternelle de Léo. Mais Léo le reconnaissait à peine. Chaque fois que le garçon le voyait, il se cachait derrière moi et s'agrippait fermement à ma jambe. « Maman, qui est cet homme ? Je ne le connais pas. » Chaque fois qu'Henri entendait son fils dire cela, ses yeux devenaient rouges et larmoyants, mais il refusait toujours d'abandonner. Un jour, je suis sortie du travail et j'ai quitté l'immeuble du studio. Henri, comme tous les autres jours, se tenait sur le trottoir avec ses roses. En me voyant, il s'est immédiatement approché. « Hélène, il m'a tendu le bouquet. Ce sont des roses blanches, tes préférées. Je ne les ai pas prises. Henri, je te l'ai dit plusieurs fois. S'il te plaît, arrête de me harceler. Hélène, je sais que j'avais tort par le passé. » Ses yeux étaient cerclés de rouge. Je connais vraiment mes erreurs. Donne-moi juste une autre chance, s'il te plaît. Je jure que je changerai. Je serai un bon mari. Je serai un bon père. Ce n'est pas nécessaire, dis-je froidement. Je vis une belle vie maintenant. Je n'ai pas besoin que tu changes. Hélène, la voix d'Henri se brisa et il attrapa soudainement mes mains, ignorant les passants qui s'arrêtaient maintenant pour regarder. Je t'en supplie. Donne-moi juste une autre chance. Je sais que j'ai tout détruit. Je ne peux pas vivre sans toi et Léo. Je ferai n'importe quoi. L'entreprise, elle est à toi. Je te la cède entièrement. Les passants se sont immédiatement arrêtés et se sont rassemblés. Les gens ont sorti leur téléphone et ont commencé à enregistrer. J'ai froncé les sourcils. Lève-toi, Henri. Tu fais une scène. Je ne me lèverai pas, a-t-il déclaré.
Si tu ne me pardonnes pas, je m'agenouillerai ici pour toujours. Fais comme tu veux. Je l'ai contourné, avec l'intention de partir. Henri s'est immédiatement relevé et m'a attrapé le bras. Hélène, ne pars pas. Que dois-je faire exactement pour que tu me pardonnes? À ce moment précis, Nicolas Lambert est arrivé dans sa voiture. En voyant Henri m'agripper le bras, il est immédiatement sorti et s'est dirigé vers nous. Lâche-la. La voix de Nicolas était dangereusement froide. Qui diable es-tu? Ça ne te regarde pas, gronda Henri avec colère. Je suis son petit ami, a déclaré Nicolas. Je te préviens. Ne la harcèle plus, ou je ne me retiendrai pas. Petit. Henri le regarda, abasourdi. Hélène, dit-il la vérité? Es-tu vraiment avec lui? Oui. Je l'ai regardé dans les yeux. Henri, j'ai une nouvelle vie. S'il te plaît, à partir de maintenant, arrête de me déranger. Henri me regarda, puis Nicolas. Dans ses yeux, il ne restait plus que le désespoir total. Il relâcha lentement mon bras. Le bouquet de roses tomba de ses mains sur le béton, les pétales s'éparpillant partout. Je comprends, murmura-t-il. Je comprends. Il se retourna et s'éloigna comme un cadavre ambulant. En regardant son dos s'éloigner, mon cœur n'a pas vacillé le moins du monde. Il y a des gens avec qui, une fois que vous avez manqué votre chance, ils sont partis pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. Nicolas me prit la main et demanda doucement. Ça va? Je vais bien. J'ai souri. Merci. Pourquoi me remercies-tu? Allez, allons t'emmener, toi et Léo, dîner dehors. D'accord. Nous sommes montés dans la voiture. Alors que la voiture s'éloignait lentement, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu Henri toujours debout, figé, au même endroit, ressemblant à un enfant perdu. Mais je n'ai ressenti aucune pitié pour lui. C'était entièrement de sa faute. Il devait payer le prix de ses propres choix. 6 mois plus tard, le Salon international de la joaillerie de Paris ouvrait en grande pompe au Grand Palais. C'était le plus grand salon de la joaillerie du pays. Des créateurs de premier plan du monde entier ont apporté leurs chefs-d'œuvre pour y participer. J'ai apporté ma collection de design original intitulée « Renaissance » au salon. C'était la toute première fois depuis mon divorce que j'apparaissais publiquement sur une scène internationale. La collection « Renaissance » utilisait le thème de l'éveil féminin. Il y avait 10 pièces au total, chacune portant sa propre signification distincte. De l'enfermement à la lutte, puis à la rupture du cocon, et enfin à la renaissance. Toute la collection capturait parfaitement le parcours d'une femme sortant de la cage d'un mariage toxique et redécouvrant sa propre valeur. Le jour de l'ouverture, d'innombrables initiés de l'industrie et journalistes des médias ont afflué vers mon stand. La zone était bondée. Tout le monde était profondément captivé par les designs. Mon Dieu, ce design est absolument saisissant. La signification derrière ce collier, rupture du cocon, est si profonde. Hélène Dubois est incroyablement talentueuse. Pas étonnant qu'elle ait monté son studio si rapidement. En entendant les louanges, mon cœur s'est gonflé d'un immense sentiment d'accomplissement. C'était la reconnaissance que j'avais gagnée grâce à mon propre travail acharné. Cet après-midi-là, la cérémonie de la plus haute distinction du salon, le Grand Prix de la joaillerie, s'est tenue sur la scène principale. C'était l'un des titres les plus prestigieux de l'industrie mondiale de la joaillerie. Les précédents lauréats étaient tous des créateurs internationaux de premier plan. J'avais été nominée, mais je ne m'attendais pas vraiment à gagner. Quand l'animateur a appelé mon nom, je me suis figée. La lauréate du Grand Prix de la joaillerie au Salon international de la joaillerie de Paris de cette année est la créatrice Hélène Dubois d'Aura Joaillerie. Sa collection Renaissance a conquis tout le jury avec sa profondeur thématique et son savoir-faire exquis. Applaudissons massivement pour accueillir Mademoiselle Hélène Dubois sur scène. L'auditorium tout entier a éclaté en applaudissements tonitruants. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma robe et je suis montée sur les marches de la scène. L'animateur m'a remis le trophée en cristal et le certificat. Félicitations, Mademoiselle Dubois.
Avez-vous quelques mots à partager en ce moment? J'ai pris le micro. Regardant le public, les lumières brillantes de la scène et les applaudissements continuent. J'ai vu Adèle, j'ai vu Nicolas, et j'ai vu tant d'amis qui m'avaient soutenu tout au long du chemin. Mes yeux se sont humidifiés. Merci à tous. Ma voix tremblait légèrement. Recevoir ce prix. Je suis incroyablement émue et profondément honorée. La collection Renaissance a une signification très spéciale pour moi. Elle documente le chapitre le plus difficile de ma vie et elle documente mon parcours de croissance et de transformation. Il fut un temps où, par amour, j'ai abandonné mes rêves et ma carrière. Je pensais que le mariage était l'intégralité de ma vie. Mais j'ai réalisé que j'avais tort. Une femme ne devrait jamais abandonner ses propres rêves pour qui que ce soit. Nous devons vivre pour nous-mêmes. Je veux dire à toutes les femmes qui font actuellement face à l'adversité. N'abandonnez jamais. Tant que vous aurez le courage de faire ce premier pas, vous verrez absolument le jour où vous accueillerez votre propre renaissance. Enfin, je veux remercier tous mes amis et ma famille qui m'ont soutenu. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Merci à tous. Après mon discours, l'auditorium a éclaté en une autre vague massive d'applaudissements. Nicolas se tenait près du devant de la scène, me regardant, ses yeux remplis d'une fierté écrasante et d'un amour profond. Après la cérémonie, des dizaines de journalistes m'ont assailli pour des interviews. À ce moment-là, une silhouette familière est apparue dans la foule. C'était Henri Dubois. Il se tenait à une courte distance, me regardant tranquillement. Dans ses yeux, il y avait une tempête d'émotions complexes. Regret, admiration et désespoir absolu. Il me regardait, rayonnant de brillance sur scène, et comprit enfin que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement une femme. Il avait perdu une partenaire de vie qui aurait pu se tenir à ses côtés sur le chemin de la vie. Il avait personnellement repoussé ce bonheur très, très loin. Les journalistes ont également repéré Henri et se sont immédiatement précipités vers lui. Monsieur Dubois. En voyant la créatrice Hélène Dubois remporter ce prix. Quelles sont vos pensées? Monsieur Dubois, regrettez-vous d'avoir divorcé de Mademoiselle Dubois? Essayez-vous toujours de la reconquérir? Henri n'a répondu à aucune question. Il m'a simplement jeté un long et profond regard, puis s'est retourné et s'est éloigné silencieusement. En regardant sa silhouette solitaire et en retraite, mon cœur est resté complètement immobile. Le passé était le passé. Maintenant, j'avais des personnes beaucoup plus importantes à chérir et un avenir beaucoup plus brillant à poursuivre. L'apparition d'Henri n'a pas du tout affecté mon humeur. Je me suis entièrement consacrée à mon travail. Après le salon, j'ai reçu un afflux massif de commandes internationales. Mon studio a officiellement commencé son expansion sur le marché mondial. Nicolas m'a demandé en mariage par une belle nuit étoilée. Tenant une bague en diamant, il s'est agenouillé. Hélène. Il a regardé profondément dans mes yeux, parlant doucement. Te rencontrer a été la plus grande bénédiction de ma vie. J'espère qu'à partir de ce jour, je pourrai passer chaque jour à tes côtés. Veux-tu m'épouser? En regardant dans ses yeux sincères, j'ai souri et hoché la tête. Oui, je le veux. Fou de joie, Nicolas a glissé la bague à mon doigt et m'a entraîné dans une étreinte serrée. Je me suis appuyé contre sa poitrine, mon cœur débordant de bonheur. J'avais enfin rencontré un homme qui savait vraiment comment me chérir. Nous avons fixé la date du mariage 3 mois plus tard. Alors que j'étais occupée à préparer le mariage, Henri est apparu une dernière fois. Ce jour-là, j'allais chercher Léo à son école maternelle. Sorti de nulle part, Henri a surgi du côté du bâtiment. Il a attrapé Léo dans ses bras, s'est retourné et a filé. Léo, ai-je crié, me mettant instantanément à sa poursuite. Henri Dubois, repose mon fils. Henri a couru follement avec Léo dans ses bras. Le petit garçon était terrifié et a éclaté en sanglots. Maman, maman, sauve-moi. Henri, arrête-toi là. À ce moment précis, la voiture de Nicolas est arrivée. En voyant Henri s'enfuir avec Léo, il a freiné brusquement, a sauté de la voiture et s'est mis à sa poursuite. Nicolas était incroyablement rapide.
En quelques secondes, il l'a rattrapée, a attrapé Henri par l'épaule, l'a plaqué au sol et a arraché Léo de ses bras. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ?» rugit furieusement Nicolas. « Léo est mon fils. Je l'emmène avec moi », a crié Henri depuis le sol, essayant de se jeter à nouveau sur le garçon. « C'est le fils d'Hélène », a grondé Nicolas. Le tribunal lui a donné la garde légale exclusive. Tu n'as absolument aucun droit de le prendre. Je m'en fiche. C'est un Dubois. Il doit être avec moi. Henri a perdu tout contrôle, lançant un coup de poing frénétique à Nicolas. Une bagarre a éclaté. J'ai immédiatement composé le 17. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont arrêté Henri et l'ont emmené pour harcèlement et tentative d'enlèvement. Je tenais Léo, qui tremblait comme une feuille. Mon cœur me faisait si mal que j'ai commencé à pleurer. Léo, n'aie pas peur. Maman est là. Maman te protégera. Maman, j'ai eu si peur. Léo sanglotait sur mon épaule. Cet homme est effrayant. N'aie plus peur. Je lui ai tapoté doucement le dos. La police l'a emmené. Il ne pourra plus jamais nous déranger. Nicolas s'est approché et nous a enveloppés tous les deux dans ses bras protecteurs. C'est bon. C'est fini. Le lendemain, j'ai déposé une requête d'urgence auprès du tribunal pour une ordonnance restrictive de 3 ans contre Henri, le tenant à l'écart de moi et de Léo. Le juge l'a accordé le même après-midi. Si Henri osait s'approcher à nouveau de nous, il risquerait une peine de prison sévère. Henri a passé 15 jours en détention provisoire. Après sa libération, il a finalement cessé de nous harceler. Je pensais qu'il avait enfin abandonné, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tente un dernier coup désespéré. 3 mois plus tard, Nicolas et moi avons célébré notre mariage sur une plage privée de l'île de Ré. Le mariage était incroyablement romantique. Ciel bleu, vagues de l'océan, sable blanc. Tous nos amis et notre famille les plus proches étaient là pour célébrer. Léo portait un minuscule costume sur mesure, agissant comme notre porteur d'alliance. Quand l'officiant a demandé si je prenais Nicolas Lambert pour mon légitime époux, j'ai regardé dans les yeux doux de Nicolas et j'ai dit fermement, je le veux. Nicolas a glissé l'alliance à mon doigt, puis m'a entraîné dans un baiser profond et aimant. Toute la plage a éclaté en acclamations et applaudissements. À ce moment précis, une silhouette a soudainement émergé des dunes au bord de la plage privée. C'était Henri. Il avait dû contourner la sécurité en s'approchant par la mer ou une propriété voisine. Il a couru droit vers l'hôtel, son costume en désordre, des larmes coulant sur son visage. « Hélène, ne l'épouse pas », a crié Henri. « Épouse-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'avais tort. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. » La foule entière est devenue silencieuse sous le choc. Nicolas s'est immédiatement mis devant moi, me protégeant, et a parlé avec une autorité glaciale. « Henri Dubois, tu as dépassé les bornes. Aujourd'hui est le jour du mariage d'Hélène. Sors d'ici. »« Je ne pars pas », a crié Henri. « Hélène, tu ne peux pas l'épouser. La personne que tu aimes, c'est moi. Nous avons Léo. Nous sommes une famille. » Henri. Je l'ai regardé, ma voix parfaitement calme. L'homme que j'aime, c'est Nicolas Lambert. Toi et moi, c'est fini depuis très longtemps. Je te le demande pour la dernière fois. S'il te plaît, arrête de perturber ma vie. Non, je ne te crois pas, a gémi Henri. Tu mens. Tu ne l'épouses que pour te venger de moi, n'est-ce pas? Sécurité. Mettez-le dehors, a commandé Nicolas. Plusieurs grands gardes de sécurité se sont immédiatement précipités sur l'hôtel, ont plaqué Henri et ont commencé à le traîner sur le sable. Il se débattait et criait à plein poumon. « Hélène, j'avais tort. S'il te plaît, reviens vers moi, Hélène. Je t'aimerai toujours. » Sa voix s'estompait de plus en plus alors qu'il le traînait le long de la plage. Je l'ai regardé être emmené, mon cœur ne ressentant absolument rien. Pas une seule ondulation. Je me suis retourné vers Nicolas et j'ai souri. « Continuons. » Il a pris mes 2 mains et m'a souri chaleureusement en retour.
Continuons. La cérémonie a continué. La lumière dorée du soleil se déversait sur nous, chaude et radieuse. Je savais que mon vrai bonheur ne faisait que commencer. 3 ans plus tard, Aura Joaillerie était devenue une marque de luxe internationale de premier plan avec des boutiques phares dans les grandes villes du monde entier. J'étais devenue une créatrice de bijoux internationale très célèbre, faisant la couverture de Vogue, Harper's Bazaar et de nombreux grands magazines de mode. Ma fille avec Nicolas avait maintenant 2 ans. Léo adorait sa petite sœur. Chaque jour, quand il rentrait de l'école, la toute première chose qu'il faisait était de courir pour la serrer dans ses bras. Notre famille de 4 personnes vivait dans un bonheur parfait et idyllique. Ce jour-là, j'ai emmené les enfants dans notre maison de vacances en bord de mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nicolas était dans la cuisine en train de préparer le dîner. J'étais assise sur le sable chaud, regardant les 2 enfants se poursuivre le long du rivage. Le soleil de la Côte d'Azur jetait sur eux une lueur dorée scintillante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Adèle. « Adèle, comment vas-tu » ai-je demandé avec un sourire. « Tellement bien. Je me marie le mois prochain. Tu dois absolument être ma demoiselle d'honneur. » « Vraiment ? C'est incroyable, ai-je dit joyeusement. « Félicitations, Adèle. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Oh, au fait, le ton d'Adèle a légèrement changé. « Te souviens-tu d'Henri Dubois ?» Mon cœur a eu la plus brève, la plus faible pause. « Oui, que lui est-il arrivé ?» Dubois et compagnie ne s'est jamais vraiment remise, a dit Adèle. Après que le conseil d'administration a forcé sa démission suite au scandale, l'entreprise a souffert d'une crise de leadership et de confiance des investisseurs. Ils ont lutté pendant des années, mais les dégâts étaient faits. Le mois dernier, ils ont finalement déposé le bilan pour se restructurer, une ombre de ce qu'ils étaient. Pour satisfaire des dettes personnelles du divorce et d'autres entreprises ratées, Henri a dû vendre le domaine de Neuilly-sur-Seine et la plupart de ses biens. J'ai entendu dire qu'il loue maintenant un petit appartement à Saint-Denis et essaie de s'en sortir avec des missions de conseil. J'étais silencieuse un moment. Je vois. Et Chloé Lefebvre, continua Adèle, après avoir purgé sa peine de prison pour diffamation grave, elle est retournée dans sa petite ville natale dans le Midwest. Elle a fini par épouser un type de 20 ans son aîné. J'ai entendu dire qu'il la bête régulièrement. Sa vie est complètement misérable. Ai-je répondu doucement. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé l'océan vaste et infini, mon cœur complètement en paix. Le destin d'Henri Dubois et de Chloé Lefebvre était entièrement de leur propre fait. La douleur qu'ils m'avaient infligée des années auparavant était maintenant la conséquence exacte qu'ils étaient forcés de supporter. Je n'ai ressenti aucune pitié pour eux. Nicolas est sorti sur la plage, portant un plateau de fruits frais, et s'est assis à côté de moi. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé doucement, passant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « À rien. » J'ai souri. Adèle vient de me dire qu'elle se marie le mois prochain. Vraiment ? C'est merveilleux. Nous irons ensemble. Oui. J'ai penché ma tête contre l'épaule de Nicolas. J'ai regardé nos enfants courir et rire sur la plage. La lumière du soleil qui nous inondait était chaude et aveuglante. Les blessures du passé s'étaient depuis longtemps dispersées dans le vent. Les traumatismes que je pensais autrefois impossibles à surmonter, en y repensant maintenant, étaient devenus les médailles de ma propre croissance et de ma résilience. Une femme peut rencontrer quelques personnes terribles dans sa vie. Elle peut endurer une douleur qui semble absolument insupportable. Mais n'ayez pas peur. Ne désespérez pas. Tant que vous aurez le courage de vous retourner et de vous éloigner, vous découvrirez qu'il y a des paysages bien plus beaux qui vous attendent juste devant. N'abandonnez jamais, jamais vos propres rêves et votre propre vie pour quelqu'un qui ne vous mérite pas.